En un mois, Bitcoin est passé de 68 à environ 50 000 $. Lors du crash du week-end dernier, il a même touché les 40 000 $ sur certaines plateformes d'échange. Les marchés financiers traditionnels ont également enregistré une belle dégringolade, ce qui ne manque pas de créer de l'angoisse et de la confusion. L'indice de la peur, par exemple, le fameux VIX, a fait une pointe à plus de 30. Pour les spécialistes, c'est un seuil d'alerte significatif. Alors oui, je sais bien que les détenteurs de crypto sont bien moins sensibles à ce genre de variations, car ils en ont l'habitude. Mais tout de même, il y a une volatilité relativement importante sur les marchés en ce moment. Et si en plus de toute cette incertitude sur les marchés causée par des conditions macroéconomiques instables, le marché craignait aussi qu'environ 150 000 bitcoins soient relâchés sauvagement sur le marché suite à la liquidation judiciaire d'une des plateformes les plus connues de l'écosystème crypto, je veux bien entendu parler de Mt. Gox. Dans cette vidéo, on vous raconte toute l'histoire d'un désastre qui aura créé et défait un grand nombre de fortunes. Allez, c'est parti. L'une des sagas les plus anciennes de la cryptosphère semble être sur le point de se terminer. Après plusieurs années de procédures et de batailles judiciaires, les créanciers de la défunte plateforme d'échange Mt. Gox touchent enfin au but. Le plan de réhabilitation déposé devant le tribunal de Tokyo il y a plusieurs mois a été récemment approuvé. Les victimes de cette sombre affaire ne récupéreront bien évidemment pas tout leur argent, mais ils vont normalement être partiellement dédommagés pour leurs pertes. Les modalités précises du plan n'ont pas été communiquées, mais on estime qu'un peu moins de 20% des fonds seront restitués. Maintenant, on peut se demander si ce hack n'est pas finalement la meilleure chose qui soit arrivée à ces pionniers du Bitcoin. Et oui, si on y réfléchit bien, le fait de ne pas avoir pu vendre leur Bitcoin ces dernières années, lors de toutes ces périodes d'euphorie et de panique, est une bénédiction pour tous ces particuliers. C'est la version ultime du hodl si on peut dire. Tout le monde ne réussit pas à encaisser la volatilité du marché des cryptos sans broncher. Rendez-vous compte par exemple, entre le pic de décembre 2017 et le plus bas du bear market un an plus tard, Bitcoin avait perdu 85%. Au final, même en récupérant qu'une petite partie de leurs avoirs, si on considère que le cours du Bitcoin a été multiplié par 100 depuis février 2014, avoir placé ces Bitcoins sur Mt. Gox et les avoir eu bloqués toutes ces années est sûrement l'un des meilleurs investissements de ces 10 dernières années. Pour la petite histoire, à l'origine, Mt. Gox était une plateforme d'échange de cartes Magic. Vous savez, ces cartes avec des magiciens et des trolls à deux têtes dessus. Mt. Gox, c'est justement l'acronyme de Magic the Gathering Online Exchange. La plateforme avait été lancée en 2009 par Jed McCaleb, un entrepreneur et informaticien américain d'une trentaine d'années. Rapidement, Jed délaisse son idée d'origine et reconvertit Mt. Gox en un site où les gens peuvent échanger et trader une toute nouvelle forme de monnaie numérique encore inconnue du grand public. À partir de juillet 2010, des bitcoins sont disponibles à l'achat et à la vente sur la plateforme. Pour remettre les choses dans leur contexte, imaginez qu'à l'époque, un bitcoin vaut moins d'$1. On ne sait pas exactement pourquoi, mais en 2011, Jed désire se séparer de la plateforme. Apparaît alors dans le paysage un petit génie de l'informatique originaire de Dijon, qui était rentré en contact avec le créateur de Mt. Gox sur un forum en ligne. Son nom, Marc Karpelès, qu'on surnommera quelques années plus tard le baron français du bitcoin. Excité par le potentiel de cette nouvelle technologie, mais également par l'argent qui pouvait être généré sur ce genre de plateforme, Marc accepte de racheter 88% de Mt. Gox pour presque rien. Pour information, on apprendra quelques années plus tard que Jed McCaleb, donc le fondateur de Mt. Gox, avait prévenu Marc Karpelès qu'il manquait d'ores et déjà à cette époque environ 80 000 bitcoins dans les comptes de la société à cause d'un certain nombre de bugs et de failles techniques qui avaient permis des fuites. Mais ça n'a pas freiné l'ambition du jeune français qui pensait alors faire le deal du siècle. Il était convaincu de racheter la poule aux œufs d'or et un trou de 80 000 bitcoins représentait alors seulement quelques centaines de milliers de dollars. Rien de catastrophique selon lui. Malheureusement, l'histoire montrera qu'il était en fait plutôt en train d'acquérir une pomme pourrie. Jed McCaleb laissa donc les clés de la boutique à Marc Karpelès et alla créer une autre société crypto que vous connaissez sûrement, Ripple, et puis ensuite Stellar, lorsqu'il se disputa avec l'équipe fondatrice de Ripple. Mais revenons-en à Mt. Gox. La plateforme est rapidement devenue un centre névralgique pour Bitcoin. La hausse brutale du cours faisait que des milliers de nouveaux investisseurs commençaient à s'intéresser à cet actif numérique d'un nouveau genre.
À son apogée, Mongox faisait travailler une soixantaine d'employés et comptait plus de 120 000 utilisateurs disséminés à travers le monde. En 2013, Mark affirmait contrôler près de 70 à 80% des échanges mondiaux de Bitcoin, soit 5 à 20 millions de dollars de transactions quotidiennes. Mongox est devenu la plateforme sur laquelle quasiment tous les Bitcoins étaient achetés ou vendus. À l'époque, si vous vouliez des Bitcoins, vous vous rendiez sur Mongox, pas le choix. Si Bitcoin était une île, alors Mongox était le seul vrai pont la connectant au reste du monde. Mais en coulisses, l'histoire était beaucoup moins reluisante. Les quelques enquêtes qui ont été conduites après le crash de la plateforme attestent que Mongox prenait l'eau quasiment dès le départ. En plus des 80 000 bitcoins manquants d'origine que Mark tentait tant bien que mal de racheter sur le marché avec l'argent de la société grâce à un bot de trading, c'est-à-dire un petit programme informatique qui passait des ordres automatiquement, des hackers ont plusieurs fois réussi à s'infiltrer et à siphonner d'importantes quantités de bitcoins. En 2011 par exemple, quelques mois seulement après avoir racheté Mongox, Mark fait face à une nouvelle crise. Suite à une nouvelle faille, le site doit fermer pendant plusieurs jours, empêchant les utilisateurs de la plateforme d'effectuer tout dépôt ou retrait. Cerise sur le gâteau, Mark est introuvable et ne donne aucun signe de vie. Il réapparaît quelques jours plus tard et rassure tout le monde de la solvabilité de Mongox en déplaçant 424 242 bitcoins d'une adresse à une autre. Les geeks auront compris la référence. Mark racontera plus tard qu'il était quasiment dès le départ dépassé par l'ampleur des événements et que celui-ci ne faisait que lutter pour éviter que la plateforme ne sombre et qu'il ne soit entraîné dans sa chute. Le harcèlement des hackers, les relations tendues avec le système bancaire traditionnel et la pression des régulateurs et des autorités laissaient présager le pire. Et ça n'a pas manqué. Début 2014, la colère des utilisateurs commence à se faire sentir. Ces derniers ont de plus en plus de mal à retirer leur bitcoin de la plateforme. Le doute et les inquiétudes commencent à se cristalliser. Le 7 février 2014, la plateforme ferme brutalement. Une fois encore, plus aucune opération n'est possible. 3 semaines plus tard, Mark annonce finalement la triste nouvelle. Je suis absolument désolé de causer tant d'ennuis à toutes les personnes concernées. Les 750 000 bitcoins que nos utilisateurs nous avaient confiés ont presque tous disparu. Mongox avait donc un trou d'environ 850 000 bitcoins, ce qui représentait à l'époque environ 450 millions de dollars. L'entreprise est immédiatement mise en faillite et une enquête est ouverte. Environ 200 000 jetons seront retrouvés peu de temps après dans un portefeuille oublié apparemment, ce qui n'a pas vraiment joué en faveur du petit génie de Dijon. On parle là de plus de 100 millions de dollars, ce n'est pas quelque chose que vous retrouvez dans le fond de votre poche. Mais bref, s'en suivirent plusieurs années d'enquête pour réellement déterminer si la plateforme avait bel et bien été hackée ou si Mark était tout simplement parti avec la caisse. Certains se sont même demandé si les bitcoins de Mongox existaient tout simplement. Mongox était peut-être au final une banale pyramide de Ponzi où les nouveaux arrivants permettaient de payer les anciens. En tout cas, en août 2015, Mark Karpeles est arrêté par la police japonaise qui le soupçonne d'avoir falsifié les données des comptes de la société. Quelques mois plus tard, il est mis en examen au Japon pour détournement de fonds. En juillet 2016, après 10 mois de détention dans une prison de haute sécurité japonaise, il est libéré sous caution. Et finalement, en 2019, il sera condamné à 2 ans et demi avec sursis et 4 ans de mise à l'épreuve pour manipulation des données. Comme nous le disions dans l'introduction de la vidéo, la liquidation judiciaire de Mongox et la redistribution aux victimes des bitcoins qui ont été retrouvés semblent enfin se matérialiser. Mais alors, quelle est la morale de toute cette histoire ? Premièrement, il ne faut pas confondre le hack ou les défaillances techniques d'une plateforme comme celle de Mongox par exemple avec celle du protocole Bitcoin. Le crash de Mongox a eu un impact majeur sur Bitcoin. Beaucoup de personnes ont pensé à l'époque qu'il s'agissait de la fin, que la chute de Mongox signifiait la chute de Bitcoin, que Bitcoin ne pourrait pas survivre à cette épreuve. Pourtant, force est de constater que Bitcoin est toujours là. L'invention de Satoshi Nakamoto fonctionne sans problème majeur depuis plus de 8 ans et demi. Deuxièmement, l'affaire Mongox nous rappelle qu'il faut se méfier des intermédiaires. Le problème avec toutes ces plateformes centralisées et ces exchanges est que vous devez leur faire confiance. Leur faire confiance de bel et bien avoir les actifs en réserve qu'ils prétendent posséder. Parce qu'au final, il est assez facile de faire apparaître un chiffre sur votre compte Kraken ou Binance disant que vous possédez un Bitcoin par exemple. Mais comment savoir s'il y a vraiment un Bitcoin derrière ? Qui nous dit que certains exchanges ne pratiquent pas de réserve fractionnaire comme le font actuellement nos banques commerciales ? Au final, vous ne possédez pas vos Bitcoins. Vous n'avez qu'une reconnaissance de dette qui stipule que la société en question vous doit un Bitcoin. C'est exactement la même chose avec les 1000 € qui sont sur votre compte en banque. Vous ne possédez pas votre argent. La banque vous le doit, c'est tout.
Et on en revient au problème de la solvabilité. Si une société raconte à ses clients posséder 100, alors qu'elle ne possède en réalité que 50, ça ne pose pas vraiment de problème tant que les clients ne demandent pas leur argent au même moment. Toutefois, si la confiance se dégrade et que les gens veulent vider leur compte, là, ça devient problématique. Ce sont les fameux bank run ou ruer vers les guichets en français. C'est une histoire vieille comme le monde et c'est encore arrivé très récemment au Liban ou en Argentine. Et je ne peux pas parler de bank run sans mentionner le tristement célèbre Nixon Shock de 1971, considéré par beaucoup comme le plus grand hold-up de tous les temps. Pour rappel et pour faire court, depuis 1944 et les accords de Bretton Woods, les États-Unis étaient la banque des banques centrales du monde entier. Toutes les monnaies étaient rattachées au dollar et le dollar était rattaché à de l'or, conservé dans des coffres sur le territoire américain. Toutefois, un certain nombre de pays commencèrent à critiquer l'asymétrie du système. La situation prit une vraie dimension politique quand le général de Gaulle commença à se plaindre publiquement. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or pour les règlements des différences qui existent à leur profit dans la balance des paiements américaine, ce fait entraîne les Américains à s'endetter et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent, tout au moins en partie, avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. S'inquiétant de la politique monétaire des États-Unis et du taux d'inflation du dollar, le premier président français de la Ve République initia à partir du début des années 60 le rapatriement de l'or français déposé à New York auprès de la Banque fédérale américaine. Cependant, le pays de l'oncle Sam se serait probablement retrouvé dans une situation extrêmement délicate si tous les pays avaient commencé à agir de la sorte, c'est-à-dire à réclamer leur or en échange de dollars. En effet, de nombreux historiens et économistes pensent qu'il y avait déjà à cette époque beaucoup plus de dollars en circulation que d'or dans les réserves de la Banque centrale américaine. C'est difficile à prouver car la Fed ne publie aucun audit de ses réserves depuis 1950. Dans tous les cas, le 15 août 1971, le président Richard Nixon annonce brutalement la fin de la convertibilité du dollar en or. Décret qui, soit dit en passant, devait être temporaire. En gros, les États-Unis venaient de faire défaut sur leurs dettes. Donc à chaque fois, le problème réside dans l'intermédiaire, à qui on confie trop de pouvoir et qui souvent en profite. Avec Bitcoin, vous pouvez relativement facilement reprendre possession de votre argent. Vous pouvez devenir votre propre banque. Le risque de contrepartie est réduit au maximum. Avec Bitcoin, don't trust, verify. En possédant un hardware wallet ou encore mieux en faisant tourner un nœud Bitcoin chez vous, vous êtes complètement indépendant. Et je vous assure que c'est assez jouissif. Si vous avez besoin d'un petit reminder sur les concepts de hardware wallet, clés privées et adresses publiques, je vous invite à regarder cette vidéo. Maintenant, je ne suis pas forcément en train de vous dire de mettre 100% de vos actifs crypto sur une clé Ledger enterrée au fond du jardin de votre maison de campagne. Mais en tout cas, je déconseille fortement d'avoir tous vos bitcoins sur des plateformes centralisées. L'affaire Mongox nous apprend que la conservation de ces clés est nécessaire pour être en maîtrise de la réalité de ce que l'on possède. Ma stratégie personnelle est par exemple de garder environ 80% de mon portefeuille crypto sur un hardware wallet très sécurisé et le reste plus liquide pour du trading moyen-long terme basé sur de l'analyse on-chain pour essayer de surfer au mieux sur les phases de panique et d'euphorie. En tout cas, avant de conclure cette vidéo, j'aimerais quand même dire que certaines solutions sont en train d'arriver pour allier le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le confort et la praticité des plateformes centralisées avec un niveau de fiabilité très élevé. Il y a par exemple la Proof of Reserve ou preuve de réserve en français. L'idée est de partager publiquement, grâce à toutes les méthodes cryptographiques existantes, une preuve infalsifiable que vous êtes bel et bien en possession des actifs que vous prétendez. C'est un peu comme si vous donniez accès aux images des caméras de sécurité des coffres de votre banque. Bien évidemment, le système n'est pas parfait. Il y aura toujours un moment où l'on peut identifier une faille dans le processus. Mais comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. En tout cas, Bitcoin est un incroyable outil technologique. C'est peut-être l'un des plus grands vecteurs d'émancipation individuelle que l'humanité ait connu. Maintenant, cette liberté a un coût. Comme le disait l'oncle Ben dans Spider-Man, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ayez-en conscience. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.